Bonjour chers amis, vous qui nous suivez, vous qui nous êtes fidèles à notre chaîne Le Carrefour d'Algérie, notre chaîne TV qui croît de jour en jour et qui réunit chaque jour un peu plus de téléspectateurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Mansour Benchida, enseignant à l'université de Mostaganem. Si je me trompe, vous me corrigez, monsieur Benchida, et pour qu'il nous donne un aperçu sur un thème intéressant qui concerne la littérature d'une façon générale et des thèmes en particulier. Alors, dès à présent, je laisse monsieur Benchida nous faire une présentation lui-même. Monsieur Benchida. Eh bien, bonjour à tout le monde. En premier, je remercie l'équipe du Carrefour d'Algérie de m'avoir invité. Et je précise que je suis un professeur des universités retraité. Je précise, retraité. Mais à ce titre, je continue à activer, je continue à travailler parce que j'estime qu'il me reste encore beaucoup de choses à donner à notre jeunesse. Comme je suis un Algérien d'abord, et un Algérien fier de l'être et fier de son pays, je continue. Et je suis là. Merci encore une fois, monsieur Mansour Benchida. La première question qui me vient à l'esprit, moi, en tant que... Donc, je vous ai suivi partout là où vous passez, là où vous présentez des nouveaux écrivains, des anciens, des écrivains même confirmés. Donc, j'ai eu le plaisir de prendre part à vos réunions. J'aimerais que vous nous donniez que vous nous retraciez brièvement votre parcours académique, si cela est possible. D'une façon brève, hein, on ne va pas vous demander de faire votre carrière. Hein. J'ai compris, monsieur Benali, j'ai compris. Mon parcours académique a été assez chaotique parce que j'ai pratiquement enseigné à tous les paliers. Hein, j'ai commencé dans l'enseignement moyen. Et puis ensuite, j'ai été pendant 20 ans surveillant général au lycée Zerouki. Beaucoup se souviennent d'un aspect de ma personnalité, de ma manière de faire. Et ensuite, je suis redevenu un enseignant. J'ai enseigné dans le secteur du secondaire, d'abord au Technicum du 1er novembre. Et puis ensuite, j'ai été professeur de formateur à l'ITE, professeur formateur des enseignants. Et enfin, j'ai accédé à l'université où finalement j'ai eu mon doctorat et j'ai terminé professeur des universités qui est en grade. Monsieur Mansour Benchida, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les côtés intéressants, les plus intéressants, si j'ose dire, dans la littérature, celle que vous suivez le plus, que vous enseignez le plus, quelles sont vos tendances, je veux dire, quelles sont vos préférences, j'allais dire. Qu'est-ce que vous vouliez, au cours de votre parcours d'enseignant, mettre en valeur? Quels sont les thèmes centraux, si vous voulez, de cette littérature que vous avez enseignée tout au long de votre carrière? Monsieur Benali, votre question englobe un très vaste domaine. La littérature, c'est l'être humain. L'être humain, c'est de la littérature. La littérature est un moyen de s'exprimer. Et tout être humain, quand il s'exprime, ne fait que reprendre son vécu, sa trajectoire, sa culture, son imaginaire, tant et si bien que la littérature que nous enseignons, la littérature que j'aime, ne peut être autre que la littérature maghrébine, la littérature algérienne. Parce qu'elle me permet de mieux connaître mon pays, elle me permet de mieux comprendre les gens qui m'entourent et la société qui m'entoure. Et je vois dans les livres, écrit noir sur blanc, clairement parfois, à travers des narratifs divers, je vois et je comprends certains problèmes, certaines situations, Et donc, la littérature a toujours été ma passion. Maintenant, quelle est la littérature que j'aime? J'aime toutes les littératures. Quand je dis toutes, il y a autant de littérature qu'il y a de romans, vous savez.
Il y a autant de littérature qu'il y a de romans. Je prends au hasard comme ça. Je prends par exemple Le Fils du pauvre de Mouloud Salem, qu'on considère comme étant le premier de la littérature moderne. Le Fils du pauvre retrace la volonté incroyable, fascinante d'un jeune dont la famille est dans le dénuement et il arrive à lire, il a de la volonté et puis finalement c'est un hymne à la volonté individuelle. C'est ce jeune-là. Il peut être donné en exemple, d'une part. Il peut être cité en modèle. Il peut être vu comme une allégorie d'une Algérie qui n'a jamais voulu se plier, qui a toujours voulu se relever avec sa volonté. Et on peut aussi le voir comme étant une biographie, j'ose pas dire autobiographie, parce que maintenant on dit autofiction, c'est à peu près la même chose, à des détails techniques près. Et donc, la littérature, c'est tout. Justement, monsieur Benchida, à partir de ce que vous venez de dire, est-ce que l'on peut déduire, vu de l'extérieur, c'est-à-dire parce que tout le monde ne suit pas, peut-être assidûment, oui, comme ça devrait se faire, la littérature, est-ce qu'on peut déduire, après ce que vous avez dit, que la littérature permet l'expression d'un certain état d'esprit, d'un état d'âme que l'on veut propager et qu'on attend des suites, du genre des bénéfices qui sont apportés donc à cette société, des apports qui pourraient être tirés de la littérature et apportés d'une manière bénéfique à la société et à son fonctionnement. Alors, pour répondre simplement et clairement à cette question, qui est complexe en elle-même, mais la littérature algérienne, je vais me limiter à celle-là, hein, la littérature algérienne a été diversement classifiée selon les périodes et selon les époques. Hein. Au début, on dit que la littérature algérienne a commencé, a vu le jour à partir des années 30, 1930. En fait, avant, il y avait déjà une littérature algérienne. Mais elle était le fait de certains qui étaient vraiment isolés et qui ont commencé dès 1880. Dès 1880, cette date nous rappelle que en 1880, il y a eu le commencement du démantèlement des institutions algériennes par le colonialisme. On a institué un état civil pour casser la législation traditionnelle qui leur interdisait d'acheter des terres. En plus des terres spoliées, des terres prises par la force, ils voulaient acheter certains morceaux de terre, casser les terres des arches, c'est-à-dire qui appartiennent à toute une tribu, pas seulement à des individus, et ils ont commencé à faire un état civil. Je vous renvoie aux œuvres de mon ami Bramdan Farid, qui a bien parlé, bien écrit sur ce phénomène-là. Alors, en 1930 est une date quand même un peu bizarre. Hein. Elle se situe entre les deux guerres. Et les guerres mondiales ont permis à des Algériens qui ont été pris souvent de force, comme ce fut le cas de mon grand-père. Il est allé se promener à Mostaganem, on l'a enrôlé, il s'est retrouvé à Verdun, sans lui demander son avis. Alors ils ont rencontré des gens qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, des Indochinois, des Anamites, des Africains. Et puis ils se sont rendus compte que le monde n'est pas fait que de leur douar ou bien que de leur milieu qu'ils connaissent. Ils ont échangé, ils ont partagé. Et puis ensuite, mais bien longtemps après, est venue l'idée des Indochinois, c'est-à-dire des Vietnamiens, qui les mettaient de côté quand ils étaient prisonniers, qui leur disaient, vous n'avez rien à faire, c'est pas votre guerre, vous êtes dans la même situation que nous. Alors, ce que je veux dire, c'est que, après la Première Guerre mondiale, des idées ont commencé à bouillir dans la tête de certains, et donc, ils se sont sentis obligés d'écrire quelque chose. Parce que Rachid Mimouni disait que celui qui est content de sa situation, de son contexte, tout va bien, alhamdoulilah, ben, il n'a rien à dire, donc rien à écrire. Celui qui écrit, c'est l'écorché. Celui qui se sent en situation de dérangement, dans le malaise. Rachid Mimouni a dit, on n'écrit que dans l'intranquillité. C'est un néologisme, ça n'existe pas en français. C'est-à-dire quand on n'est pas tranquille. Tant ici bien que la littérature algérienne, on a essayé de la catégoriser.
Alors, la première partie, on appelait ça l'ère du mimétisme, c'est-à-dire que les Algériens ont tenté de copier les auteurs métropolitains. Bien. Mais seulement, à chacun son narratif, parce qu'il y a aussi un autre monsieur que j'admire énormément, Édouard Glissant, qui est un carabien des Caraïbes là-bas, et il disait que tout écrivain ne fait qu'écrire sa terre. Tant et si bien, les Algériens qu'on a accusés dès les années 30 d'écrire, de mimer les Français, en fait, ils racontaient leur situation, leur contexte, leur société. Et bien entendu, ils se sont heurtés à un problème sur lequel nous allons revenir par la suite parce qu'il est fondamental, c'est celui de la langue. Oui. Comment faire parler un paysan du Dieu du rat, hein, en berbère, ou bien de la plaine de Tiaret en arabe, comment le faire parler dans un roman écrit en français? Et il y a là le problème linguistique. Il y a là le problème linguistique, la langue française ne saurait traduire intégralement et fidèlement la culture maghrébine, la culture arabo-musulmane. La culture locale. La culture que l'auteur veut démontrer, veut écrire. Alors il y a ce problème qui va se retrouver dans tous les écrits d'expression française, tous, même dans les rapports d'administration. Il y a ce phénomène. Bon, beaucoup moindre, mais en littérature, il est flagrant. Il y a eu un monsieur qui s'appelle Mohamed Lanasri, qui enseignait à Oran, et qui a écrit un joli livre sur les premiers romans des années 30, et il a appelé ça la littérature de l'implicite. Il a dit, attention, en fait, les Algériens ne sont pas en train de mimer les Français. Les Algériens sont en train de raconter, sans se dévoiler, qu'ils sont mal à l'aise, qu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils sont quelque chose d'autre que le colonialisme, qui les opprime, qui les ravale à des moins que rien. Donc, il y a une tension. Il a appelé ça la littérature de l'implicite, c'est-à-dire que j'écris une histoire, mais il faut lire derrière l'histoire, derrière les mots, derrière, pour comprendre ces personnages qui vivent dans ce roman et qui sont à leur manière revendicatifs. Ils revendiquent. Ils revendiquent quoi? Ils revendiquent la différence. Et puis ensuite, je vais terminer. Et puis ensuite, il y a eu la littérature proprement revendicative, c'est-à-dire disons, à partir des années 50, puisqu'on dit que Mohamed Dib et Mouloud Firaoun en 1950, en fait, pour l'un c'est 52 et pour l'autre c'est 49, mais ont écrit les premiers romans qu'on appelle la littérature moderne. En fait, à partir de ces deux romans, il y a eu une littérature qui s'est de plus en plus inscrite dans une démonstration, dans un narratif où on montre un contexte qui est étranger à la France, qui est hors de la culture française. Pour rester dans ce contexte que vous avez soulevé, vous avez mis la main donc, sur un sujet dont on parle pratiquement depuis toujours. Et plus exactement depuis qu'un grand auteur algérien d'expression française, bien sûr à l'époque, et qui a dit une citation qui reste encore dans les esprits de beaucoup d'intellectuels. Je suppose que vous parlez de Katib Yassine du but de la guerre. Tout à fait, vous avez bien deviné de qui je parle. Quand il a livré cette citation de la langue française est un butin de guerre, dans quel sens on devrait utiliser cette formule-là? Est-ce dans un sens positif, dans un sens négatif? Est-ce qu'il y a eu par la suite des confirmations de ce qu'il dit, ou bien des infirmations? Est-ce qu'on a vu des résultats, des conséquences bonnes ou mauvaises, hein? Est-ce qu'il y a eu, d'une façon générale, une utilité dans cette expression? Est-ce qu'on a récolté des fruits de cela? Monsieur Benani, vous avez choisi, vraiment, vous avez fait le bon choix. Parce que Katib Yassine est un des écrivains jalons de la littérature algérienne.
Effectivement, à un moment donné, il a écrit que le français est un butin de guerre et qu'il ne faut pas lâcher, etc. Mais il a dit aussi une autre phrase que les gens connaissent moins. Il a dit, on est obligé, on est tenu de s'exprimer alors qu'on est dans la gueule du loup. Lorsqu'on s'exprime en français, on est dans la gueule du loup. On est dans la gueule du loup est une phrase de Kateb Yassine. Kateb Yassine qui par la suite a essayé, et alors là c'est après l'indépendance, hein, mais il a tenté, il a voulu à tout prix écrire des pièces de théâtre en arabe dialectal et en arabe. Donc se posait aussi pour lui ce problème de la langue. Entre-temps, Kateb Yassine est remarquable parce que lui-même a été victime d'une injustice. Et je vais vous dire pour quelle injustice. Il a écrit en 1956 le grand roman Nedjma. Oui. Bien. Sans entrer dans les détails techniques, il relève de ce qu'on va appeler par la suite, longtemps après, le nouveau roman. Le nouveau roman a été inventé, écrit par Kateb Yassine en 1956. Il a produit Nedjma, qui est le prototype et le premier du genre. Et si vous ouvrez n'importe quel livre de littérature et de critique littéraire, vous apprenez que le nouveau roman a été inventé en 1960 par Nathalie Sarraute, Alain Lobgrier, etc., etc. Pourquoi ils veulent nier l'évidence? C'est un livre qui a été imprimé en France. Il est daté de manière plus qu'officielle, évidente. Il est daté. Et la manière dont il relate l'histoire est une manière qui relève typiquement du nouveau roman, où il n'y a pas une progression linéaire, et je m'excuse, où il n'y a pas un personnage central, où il y a justement tout ce mélange, tous ces points d'interrogation, tous ces narratifs, tous ces possibles, qui définissent, constituent le roman nouveau. Alors, bien sûr, pourquoi on l'appelle roman nouveau? C'est par rapport aux écoles qui l'ont précédé, etc. On ne peut pas tomber sur ça parce que ça fait une année de cours. Oui, à l'université, ça fait lecture critique 1 et une année de cours. Mais je vous dis, Kateb Yassine lui-même avait ce problème. Kateb Yassine lui-même était conscient de ce problème. Et ça serait mentir de dire que nous, on n'a pas ce problème. C'est impossible. Moi, je parle en français, je parle rapidement, je pense assez bien, mais je réfléchis en arabe. Oui, la langue une, c'est arabe. Ensuite, à force de parler, parce que ça a été mon métier durant une cinquantaine d'années quand même, on ne s'aperçoit pas que je suis en train de traduire littéralement. Oui, parce que c'est vrai, quand on réfléchit en arabe et qu'on essaie de traduire, en français, ça ne donne pas. Mais ce qui trompe les gens, c'est qu'on le fait tellement vite, pour certains, qu'on pense que nous sommes des gens qui parlent en français de manière naturelle. Ce n'est pas vrai. Non, ça, c'est des règles de linguistique, on le voit souvent. On dit que bien sûr, quand on apprend une langue... plutôt que linguistique. Oui. Quand on apprend une langue, par exemple, on ne va pas essayer de traduire dans sa tête ce qu'on conçoit dans une autre langue. Il faut directement réfléchir dans cette langue. Et justement sur ce point-là, on parlait tout à l'heure de Kateb Yassine, de cette peut-être dichotomie entre le français et l'arabe dans un certain plan, pas tous. Ouais. Mais pouvoir maîtriser des langues, est-ce que ce n'est pas du positif dans la manière de gérer son quotidien, de porter sa voix ailleurs, hors de ses frontières? Non seulement, pas seulement le français, quand je parle de langue, je parle d'autres langues aussi. Hein. Oui, mais ce que vous dites, c'est l'évidence. Sauf que vous ne tenez pas compte du contexte. L'arabe et le français, c'était deux peuples, c'était deux cultures qui s'affrontaient. Mais il a utilisé le français pour porter mais il était en situation de conflit. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il y a eu des écrivains, il y a encore une littérature en français, mais ce n'est pas une littérature en français qui chante les belles valeurs de notre papa. Non. Donc, il y a un conflit, il y a une idéologie derrière, il y a une culture qui essaie d'effacer notre culture. Il y a une agression culturelle. Et d'un côté, il y a une acculturation de l'autre. Il y a eu ça dans l'histoire, c'est indéniable. Une fois qu'on admet cet antagonisme,
On peut toujours discuter. On peut toujours discuter. Il y a eu des Anglais qui ont écrit de beaux romans en français. Il y a eu des Américains aussi. Pourquoi pas des Algériens? Les Algériens écrivent. La plus belle plume reconnue par les Français même, c'est Malek Haddad. Oui. Malek Haddad a écrit des romans, mais c'est de la poésie. Oui. Mais tellement bien léché, tellement bien dit en français, que les Français étaient éboyés par son niveau. Mais après l'indépendance, subitement, il leur a dit, je n'écris plus en français, j'écris en arabe. Ils ont appelé ça un suicide littéraire. Oui. Et moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un suicide. C'est une décision qui a été prise en connaissance de cause. Et je salue sa mémoire. Moi-même, je ne parle en français que lorsqu'il s'agit de circonstances analogues à la nôtre. Sinon, je m'efforce de parler l'arabe classique, je ne m'y connais pas tellement, mais en arabe, la langue de ma mère, de mon père, de mes aïeux. Et pourtant, il m'est plus facile peut-être de parler en français. Mais ce n'est pas ma langue. C'est tout. Nous sommes un accident de l'histoire. Et au bout de 50 ans, vous allez voir, au bout de 50 ans, avec ce que l'Algérie est en train de faire actuellement, et je salue les acteurs qui le font. Je les salue, chapeau bien bas. C'est ce qu'il faut faire. Dans 50 ans, on utilisera l'anglais, bien sûr, parce qu'on est obligé d'utiliser une langue internationale, et l'arabe. Et l'arabe. Bon, il y a le petit antagonisme arabe classique, arabe parlé, etc. Mais ça va s'effacer. Ça va se décompter avec le temps. On va retrouver une langue qui ne soit ni le savant, ni l'arabe savant, qui restera parlé seulement dans les écoles, ni l'arabe populaire, parce qu'il est très dépendant et très limité. Bah, revenons à la littérature. Oui. La littérature, Katib Yassine était conscient. Boujdra aussi était conscient. Je vais vous lire un poème de Boujdra, pour vous montrer combien ils étaient conscients. Alors, Boujdra a écrit un poème qui s'appelle Alphabétisation. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce poème? Il dit, à quoi servent mes poèmes? Si mon père ne sait me lire, ma mère ne sait me lire, mon copain ne sait me lire. Et il pond 3 strophes. À quoi servent mes poèmes si ma mère ne sait me lire? Ma mère a 20 ans, elle ne veut plus souffrir. Ce soir, elle viendra épeler mes lettres. Et demain, elle saura écrire émancipation. À quoi servent mes poèmes si mon père ne sait me lire? Mon père a 100 ans. Il n'a pas vu la mer. Ce soir, il viendra épeler mes lettres et demain, il saura lire dignité. À quoi servent mes poèmes si mon copain ne sait me lire? Mon copain n'a pas d'âge. Il a vécu dans les prisons. Ce soir, il viendra épeler mes lettres et demain, il saura crier liberté. Les 3 personnages viennent épeler les lettres, c'est-à-dire qu'ils viennent apprendre le français pour pouvoir, l'une, écrire, c'est-à-dire dessiner seulement le mot émancipation, niveau basique. Le deuxième, il saura lire, c'est plus que écrire, ce n'est plus dessiner, c'est être actif. Lire quoi? Lire dignité. Et ma mère aussi, et mon copain aussi viendra épeler mes lettres. Et demain, il saura crier liberté. Il y a tout ici, il y a tout programme, tout en 3 strophes. Voilà le génie. Voilà le génie. Monsieur Benchida Mansour, sur ces beaux vers de Boujdra, Rachid Boujdra, oui. de Rachid Boujdra, Ouais. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je voudrais Oui. conclure par une petite strophe. Allez-y. Ne s'égare jamais la chanson qui raconte que les temps du malheur sont enfin révolus. Et dans ma certitude et dans le jour qui monte, les fleurs et le combat ont la même vertu. Merci beaucoup, monsieur. C'est toujours d'actualité. C'est trop beau, monsieur. Voilà, c'est Monsieur toujours le d'actualité. professeur Benchida Mansour. Toujours d'actualité. Donc, je vous renouvelle mes remerciements pour avoir bien voulu répondre à notre Toujours invitation. à votre service et au Et service de j'espère mon bien- pays. J'espère bien qu'on vous reverra prochainement. Inch'Allah, dans Inch'Allah, une autre Inch'Allah, émission. Inch'Allah. Merci beaucoup, nos chers téléspectateurs, et nous vous disons à bientôt. Inch'Allah.